Bonjour à tous, bienvenue sur Webinaire IA et Blockchain au cœur du réseau, animé par Tom Haneuse, cofondateur d'Altores et membre de Blockchain Innov. Ce webinaire se tiendra chaque premier mardi du mois avec des co-animateurs et des invités. Avant de lui laisser la parole, avant de te laisser la parole, Tom, voici un rappel des autres webinaires à venir. Donc les mercredis de la crypto, chaque premier mercredi du mois, donc demain, 2 avril, animé par Pierrick Duclos. Ce webinaire nous permettra de débriefer sur la très riche actualité des cryptos, comme le montre notre newsletter Crypto Débrief qui a été diffusé ce matin. Et prochain ensuite webinaire, Réfi la blockchain pour régénérer notre monde, le mercredi 9 avril. Ce webinaire abordera le rôle de la blockchain dans l'économie régénérative, impact positif. Il se tiendra chaque second mercredi du mois. Donc, bonjour Tom, je te laisse la parole. Bonjour Julien, donc effectivement l'objectif c'est de créer un environnement autour de la blockchain et de l'IA pour pouvoir échanger donc entre membres de Blockchain Innov et au-delà, d'essayer d'explorer ensemble les usages avec à chaque mois sa petite thématique. Donc cette fois-ci on est sur l'environnement finance. On a la chance d'être rejoint en fin de session par un invité un petit peu particulier qu'on présentera par la suite. L'idée, c'est vraiment de dire que grâce à cet épisode pilote, on arrive à rebondir, à voir ce qui peut être intéressant et les endroits où il faut aller creuser un petit peu. Notamment donc avec ce lien IA blockchain particulier, et on va explorer comment ça peut être interprété. C'est une discussion technologique, business, qui permet de prendre du recul, de réfléchir à différents axes et d'échanger, on l'espère, par une communication qui va grandir par la suite avec différents acteurs. Donc l'idée, c'est vraiment que l'IA et la blockchain sont des outils qui peuvent être mis à disposition d'un tas d'industries. Et si on arrive à trouver ensemble des cas d'usage intéressants, euh, le but, c'est de continuer dans cet axe. Donc, effectivement, on a un axe un petit peu semi-éducatif, semi-partage de vision. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. On a tous un opinion particulier. Certains ont plus un côté finance, certains plus un côté technologique, développement, etc. D'autres peut-être sont juste curieux. Et l'idée, c'est d'avoir du contenu pour permettre à tout le monde de se réunir et d'échanger. Donc, l'aspect développement de la série, comme j'ai mentionné et que tu as très bien dit, Julien, on est sur l'épisode pilote aujourd'hui, vraiment une base, définir les fondations. On est ouvert à toutes les idées qui peuvent nous être partagées. Et puis on souhaite que ce soit quand même une série qui dure dans le temps, donc avec tous les inputs des participants. Donc, l'idée de cette session-là, c'est la finance. Pioche et pelle, pourquoi? Parce que c'est les outils. Dans l'idée, c'est un petit peu l'idée de la ruée vers l'or. L'aspect, il y a des outils qu'on utilise qui ne sont pas forcément mentionnés. Et dans cette ruée vers l'or technologique qui rassemble IA et blockchain, on a beaucoup d'outils qui sont des cas d'usage mis en place depuis très longtemps pour certains, beaucoup plus récemment pour d'autres. On va essayer de creuser un petit peu sur ces points-là et voir un petit peu quelles sont les choses qui sont déjà en place, comment elles peuvent être améliorées dans le cadre de l'IA, par exemple, comment ça peut être amélioré par la blockchain, et dans le cadre blockchain, comment ça peut être amélioré par l'IA, avec des cas qui sont des fois peut-être un petit peu optimistes, des fois un petit peu futuristes, des fois très, très réels. Et je pense que c'est là qu'on peut échanger de manière active pour donner si c'est des expériences personnelles, parfois ça peut être génial. Si c'est juste une idée, quelque chose sur lequel rebondir,
c'est top aussi. Voilà, et on est vraiment sur des sujets d'actualité. Je crois que ceux qui ont lu le crypto débrief d'hier, on voit que la blockchain, les cryptos notamment, ont un développement phénoménal dans le monde de la finance, avec des acteurs traditionnels, des institutions, des pays qui de plus en plus l'adoptent. Et la blockchain, l'IA, n'en parlons pas. On a vu qu'en seulement, on va dire, ChatGPT est né en 2022, a fait du bruit en 2022. Et on voit qu'à Mhm. 3 ans, il a accéléré fortement ce process et ça se développe très vite et de plus en plus. Oui, notamment avec, c'est le côté langage euh, qu'on qu'on peut revoir à travers différents outils. Et on va y réfléchir un petit peu ensemble, mais c'est vrai que ça a été le big boom, ChatGPT. Là où on en discutait récemment tous les deux, Julien, il y a de l'IA depuis des années. Dans certains des cas qu'on va regarder, c'est là depuis le début. C'est parfois même vecteur, en fait, le vecteur initial. Ouais, ce qui est incroyable, c'est que ça évolue tous les jours. On a des surprises qui arrivent. On croyait que les dés étaient joués avec un chat GPT, un Google, et là on va arriver des acteurs chinois qui Mm. arrivent avec des nouvelles philosophies, on se rend compte que les chats GPT, c'est peut-être pas les modèles les plus frugaux, donc il y a des portes qui s'ouvrent et on voit que c'est des nouvelles technologies qui sont accessibles au plus grand nombre et qui peuvent rabattre les cartes, peuvent faire émerger très rapidement de nouveaux leaders sur le marché. Clairement, et on est d'ailleurs sur un point tournant là-dessus parce qu'il y a eu, je pense, alors à moins que ce soit un poisson d'avril, en ce 1er avril, une annonce de OpenAI qui a annoncé sortir sous peu un modèle open. Là, j'ai lu ça ce matin même, donc très intéressant parce que les modèles de OpenAI étaient plutôt fermés. Euh, et là, c'est une ouverture vers potentiellement des nouveaux paradigmes qui ont été justement poussés par ces alternatives, notamment chinoises, qui Oui, ont un oui, peu forcé la main. il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, effectivement, qui mettent un open source. Donc ça force les autres acteurs à ouvrir aussi. On voit que même Google, ces derniers jours, des modèles payants deviennent gratuits pour tous, Mhm. du moins à ceux qui ont des formules non IA. Donc ça évolue très vite. Et la compétition est féroce, mais surtout, on n'est qu'au début avec des outils qui s'améliorent et qui deviennent de plus en plus puissants. Vraiment. Bonjour, bonjour aux nouveaux arrivants. On a eu quelques personnes qui Oui. nous ont rejoints. Donc, vous tombez au bon moment. L'idée, c'est de là, essayer de comprendre les cas d'usage actuels de l'IA en finance, les survoler et pas forcément trop creuser parce qu'on est quand même dans un espace où on veut piquer la curiosité. On n'est pas sur un live pure tech. Mais regardez ce qui existe déjà pour que si vous n'étiez pas au courant, vous le soyez maintenant. Explorer comment la blockchain peut ajouter un petit peu d'amélioration à ces cas-là potentiellement, à voir si c'est un usage qui va être intéressant ou pas dans la réalité, c'est quelque chose de différent. Aujourd'hui, on discute vraiment des idées. Et derrière, voir comment, à l'inverse, l'IA peut améliorer les applications blockchain qu'on a aujourd'hui. Et vice-versa. Ensuite, on aura effectivement un aspect finance souveraine et data-driven, où en fait la question de la donnée est vraiment fondamentale. C'est ce qu'on voit en fait comme point très 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 important, que ce soit pour l'IA ou pour la blockchain. La blockchain, notamment avec l'aspect de traçabilité de la donnée et de persistance, et l'IA avec, en fait, l'IA n'existerait pas sans des datasets absolument immenses. Et donc derrière, il y a toute une question de qui possède quoi, le résultat de l'output, la donnée qui est utilisée pour entraîner les modèles, etc. C'est assez fascinant. Moi, je vous propose de se mettre un petit exercice. Alors, on va voir d'un point de vue timing si le témoignage arrivera avant ou potentiellement après. Mais on se mettra dans un petit exercice en imaginant quel peut être le futur
autour de ces réflexions-là. Moi, je suis très intéressé en plus par ce webinaire parce que depuis 2019, donc maintenant 6 ans, j'anime un cours au Master Banque Finance Assurance de l'Université Côte d'Azur sur la transformation digitale des banques. Et donc, notamment sur l'impact de l'IA, sur l'impact des blockchains. Et à l'époque, quand j'ai commencé ce cours, j'étais dans une boîte techno, mais filiale d'un grand groupe bancaire. Et à l'époque, j'avais travaillé avec une grosse partie du COMEX sur la partie innovation IA de ce grand groupe, qui est le premier grand groupe français, européen, sans le citer. Mais depuis 6 ans, chaque année, je donne des cours. Donc, chaque année, je dois mettre à jour mes supports de cours. Et c'est vrai que chaque année, je me rends compte que ça évolue très, très, très vite. Et en 2019, l'IA générative, on n'en parlait même pas. On était sur de l'IA traditionnelle et on voyait que les grands groupes financiers avaient du mal déjà à intégrer ces IA traditionnelles. Donc, on voit qu'en très peu d'années, tout a été remis en cause et tout évolue très, très, très vite. C'est vrai que pour le coup, d'un point de vue à nos yeux, quand on est dedans tous les jours, ça évolue très très vite, mais l'histoire en soi n'est pas non plus extrêmement vieille autour de toutes ces technologies. On est quand même sur… par rapport Mais à l'humanité, c'est des choses relativement voilà, récentes. Donc, voilà, c'est très récent. Mais mes cours, justement, en master banque finance assurance sont assez intéressantes parce que ce que je dis beaucoup à mes élèves, c'est que la transformation digitale, elle est, pour le monde de la finance, de la banque, elle est permanente depuis les années 20. En 1920, on a la mécanographie qui est née, et qui, mine de rien, a transformé pas mal a apporté des outils à ce monde bancaire, finance, qui a bouleversé un certain nombre de métiers, d'emplois, de process. Et depuis 1920, ça ne cesse d'évoluer. Il y a eu les ordinateurs, il y a eu Internet, il y a eu la différence par rapport à ces, on va dire, c'est quasiment 105 années, c'est que plus les années passent, plus ça s'accélère. ouais. Et, Du et, coup, et ce que j'ai donc, l'habitude aussi de dire à mes étudiants, c'est que c'est aussi parce que nous, on y est dedans, mais ça fait peur à beaucoup de voir ces évolutions technologiques arriver très vite. L'IA, il y a des supporters, mais il y a aussi beaucoup de gens qui en ont beaucoup peur. Dans les faits, ça reste des outils, hein, ça reste des tournevis, des pelles, des pioches. Et bien utilisé, ça nous permet de mieux travailler, de mieux et à la limite de se focaliser sur des tâches plus intéressantes que des tâches ingrates. Donc, paradoxalement, ces évolutions technologiques ont tendance à remettre l'humain au cœur. Parce que et c'est paradoxal, on croit que l'IA va tout transformer, comme on a cru que l'Internet allait tout transformer. Ça change les choses, c'est sûr. Ceux qui suivent pas le mouvement peuvent se retrouver un peu à l'écart, je dirais, c'est certain. Mais néanmoins, ça a aussi des apports positifs. Et plus on avance dans cette transformation digitale, transformation numérique portée par des sujets comme l'IA, la blockchain, plus l'humain, mais celui qui sait s'adapter, on revient au centre. Ça, c'est ma vision et c'est ce que j'essaie d'expliquer à on mes dit élèves souvent, banquiers, justement, qui sont loin de l'aspect techno aussi. on dit souvent quand on parle de Altores, ce qui reste quand on veut tout travailler, tout automatiser, tout optimiser, etc., ce qui reste, c'est l'humain et le social. Et ça, c'est inchangeable et ça ne sera pas remplacé par quelconque système. Ça, pour le coup, c'est… Voilà. Et ça nous force d'être aussi plus humains, plus ouverts vers l'extérieur. Parce qu'avant, on se moquait tous des services publics, hein, de la SNCF. Il y a eu plein de sketchs, certains connus.
Mais aujourd'hui, justement, on est dans un monde où on a ChatGPT qui sait nous répondre et on a besoin d'avoir des humains aujourd'hui qui sont dans une démarche beaucoup plus altruiste, beaucoup plus ouverte. Et les aspects humains, mine de rien, reprennent un peu le dessus par rapport à une période où on était dans une logique où, dans le commerce, les hypermarchés, il n'y a plus rien d'humain. On voit très bien que ces modèles s'effondrent aujourd'hui pour revenir sur une approche beaucoup plus. On revient vers la proximité, on revient vers le. Ouais, Et mine de rien, les technologies ont une part dans ces évolutions-là aussi. complètement. Voilà. Petite, je Bonjour, t'ai coupé, où nous arrivons. quoi, la Tom. Non, non, du tout, du tout. C'est exactement. On en a discuté un petit peu entre nous, mais pour le coup, c'est vraiment le cadre comme on le voit, et je pense que c'est peut-être en partie rassurant, mais la réalité, c'est que on a quand même des avantages par la touche, par le côté humain qui sont aujourd'hui pas remplaçables. Et même si l'industrie va modifier, que le principe de travail change continuellement, on en parlait, il y a des personnes qui avaient des formes de jobs il y a des centaines d'années déjà, et ces jobs-là ont évolué, disparu. C'est des choses qui font partie du développement de la société. Mais, mais pour parler de tous ces sujets, donc on s'est déjà présenté chacun. On aura Anatoly qui va nous rejoindre, euh, qui est, euh, qui discute en anglais pour le coup. Je pense que c'est important à préciser, mais on pourra discuter une fois qu'il nous quitte des différentes mentions. Et il a un background et un parcours qui sont vraiment très intéressants et qui lui donnent des clés assez intéressantes dans la connaissance. Il a monté notamment un des premiers capital blockchain, l'un des premiers fonds blockchain européens. Donc la navigation des régulations, etc., c'est quelque chose qu'il a déjà traversé et à l'époque un petit peu avant certains booms. Et aujourd'hui, il travaille dans une société qui permet la gestion de ses finances via des outils d'intelligence artificielle. Euh, donc, pour le coup, d'un point de vue intervention et questions, si vous avez des questions à lui poser, ce serait le bienvenu. Euh, je vais passer slide. Pour un mini récap de ceux qui me connaissent un petit peu moins, j'ai une société qui s'appelle Altores, que j'ai cofondée avec Louis Leroux à Monaco. On est incubé aujourd'hui à Monaco Tech, l'incubateur de l'État. On est membre actif de Blockchain 9 depuis un moment maintenant. Très content de revenir un petit peu en force avec cette nouvelle série qui a pour moi un partage un petit peu de passion. Et on a différents projets sur lesquels on a travaillé, notamment des projets universitaires, de cadastre, monnaie fondante. euh, et on a un petit peu expliqué le fonctionnement de la blockchain d'un point de vue vraiment purement tech, pour le coup, à des ingénieurs doctorants de l'université, donc enfin doctorants à l'université. C'est quelques points pour dire pour cadrer un petit peu mes passions et les choses qui me drivent. Et il y a eu quelques informations aussi sur la slide suivante sur Anatoly. De toute façon, vous pouvez avoir accès aux slides sans aucun problème. Si jamais certaines infos vous manquent ou pour des informations, pour, euh, pour un petit peu de cadre, Anatoly a aussi travaillé dans le secteur bancaire pendant un moment. Donc, il a le cadre innovation et nouveauté et entrepreneurial aujourd'hui en tant que cofondateur de ces sociétés, et le cadre un petit peu plus institutionnel, celui qui est un petit peu peut-être dérangé d'une certaine forme et qui aussi exploite au maximum, parce que c'est les gros joueurs actuels qui ont peut-être le plus à gagner dans cet échange si la transition est bien faite pour eux. Et normalement, ils devraient nous rejoindre d'ici quelques minutes, donc on pourra faire une petite aparté sur Voilà, et notre. moi, je vais me présenter rapidement aussi, Tom. Donc, Julien Bonnel, cofondateur de l'association Blockchain Innov.
Moi, ça fait depuis 2014 que je m'intéresse à la technologie blockchain, non pas sur l'aspect crypto, non pas sur les aspects spéculation, mais sur l'aspect de ce que peut apporter la technologie dans ce monde qui est de plus en plus digital et d'avoir une technologie qui permet de gérer des données, de la valeur sans avoir un propriétaire, en fait. C'est ça la grosse valeur ajoutée. Et on le voit avec le Bitcoin aujourd'hui qui prend une croissance incroyable, c'est parce qu'il n'y a pas il y a pas il y a personne qui le gouverne vraiment. Et c'est autogouverné par de la technologie. En même temps, toute ma carrière, je l'ai fait dans le monde du logiciel. Mais pendant quelques années, je l'ai fait au sein d'un grand groupe bancaire qui est affiché à l'écran. Et qui lui-même, c'est ça qui est assez intéressant, parce que, comme tu disais, Tom, les grands groupes se retrouvent bouleversés. Moi, quand j'ai travaillé chez BNP Paribas, que je suis arrivé avec mes briques technologiques blockchain en 2015, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait un lab blockchain qui avait été créé en 2011 au sein de BNP Paribas pour surveiller ce qui se passait, pour étudier les cas d'usage qui pouvaient être mis en place dans le groupe et pour investir aussi dans des startups, donc notamment du spin-off je vois des logos qui parlent, du spin-off de JB Morgan, sur lequel BNP avait investi très tôt, très très tôt. Et donc ces groupes-là, même si on voit encore aujourd'hui, hein, les gros acteurs comme ça ont du mal à s'adapter aux nouvelles techno, ben, il y a des individus, il y a des gens qui très tôt ils croient en ces nouvelles technologies et sont en mesure de les appuyer, de les étudier au mieux. Alors, je vois qu'Anatoly nous rejoint. Je vais. Ouais, et j'ajoute aussi, c'est vrai que j'ai pas fait ta présentation parce que président de l'association et à l'origine un peu de la force redonnée. Et c'est un petit peu l'objectif avec ces séries de dire voilà, on reste présent et acteur. Et pour le coup, l'idée depuis un moment maintenant. Voilà. Bonjour Anatoly. Bonjour. Hi, How are you? doing amazing. Good to be here. Thanks for coming, Anatoly. We're glad to have you here. We were presenting you a little bit and your background just seconds ago to the people. For your information, we'll also have the replay to share later. And yeah, we're just introducing the subject of AI and blockchain and how they mix together here today with Julien to basically set a little bit the foundation for the discussion that we're about to have. Absolutely. No. So Great subject. if you may introduce yourself quickly with your own words, that would be amazing. Yeah, absolutely. So my name is Anatoly Gorlov. I look slightly different from the picture that you have in front on the screen. Unfortunately, days go by. So that's a picture that was taken while I was with JP Morgan. I was still wearing my suit back then. So I entered the world of banking after graduating from Grande École in EDEC in Nice. And before that, I did my studies in London School of Economics. I'm also a PhD in economics as well. So my background is basically finance and economics. I started in investment banking with BNP Paribas in London. Did some like years with JP Morgan, then moved to hedge fund industry where we actually start using machine learning and AI techniques back, I don't know, 10 years ago, because it was a quant hedge fund. And then later on, I was behind Luxembourg's first crypto fund. And I established my two fintechs in London. And at least one of them is heavily involved with AI, and we use it on a daily basis, and blockchain to come soon as well.
Amazing, thank you. We were just discussing because Julien also has a past in the banking industry, and we really think there's a discussion there about how they're major players, so they're the one being bothered a little bit, but at the same time it's an opportunity for them, and maybe it's also a challenge between like data governance and the fact that we may have access to more or less of what we're presented with, and the fact that these technologies, with the open source aspects of it, are very interesting for the public, and it's interesting to have also insights from people that worked within, and so it's nice for me to have both of you for this discussion. Sure. So let's jump right in it. You're founder of Fintuity. Can you explain in one sentence or two how Fintuity helps your users? Absolutely, yeah. So given that the space of chatbots, as you know, using AI is already getting quite crowded, we wanted to establish our footprint in the actual kind of thinking part of financial advisory. So when you perform a financial advice for a retail customer, you should take into account a lot of aspects, especially if it's a holistic one. So for example, Fintuity is UK's first digital financial advisor, and we focus on investments, pensions, insurances, and mortgages. So each of these asset classes, they have their own kind of way of living. But when you construct a financial plan, especially over many years ahead, you should take into account potential movements in each asset class itself. And then also you should take into account probabilities of certain events on the macro level, like on a country's level, on industries level, and on personal levels as well, because you have probability of new kids born, I don't know, someone unfortunately dies, and things like that. You have probabilities of bonuses being received. You have probabilities of some black swan events where you lose completely all your liquidity and things like that. So all of this parameters should go into a system. And if you were to conduct like a projection of these kind of things over many years ahead, basically the cloud of data becomes enormous. So you have so many potential outcomes under different scenarios. So it's just almost approaching infinity type of size of this cloud. And then you need to have certain resource to optimize it back to where the person is today, to give them the right advice today. So you need to basically use the right parameters for your optimization model in simple terms, right? So if your client prioritizes, let's say, pension, and they want to maximize their pension pot at retirement, so you should basically take that factor as the main. But again, it's not a single factor that you're taking in. There are many aspects. So that's where machine learning steps in, and you basically, like we with Fintuity, we were 2 times Innovate UK grant winners. So the first grant we did with the CAS Business School, you probably heard of. It's one of the leading business schools in London. So they got access, they provided access for us to their supercomputer. And without machine learning, it takes around 24 hours on average to perform this kind of optimization calculations. Obviously, none of our clients would ever wait for that long. So as you can imagine, it has to be more or less instant. So with the use of models that we've built in-house, and then the models to create the data and then optimize it, we've managed to reduce the time spent on this case to on average 5-7 seconds. So obviously we perform our magic, and then we allow our clients to benefit from a holistic overview of their situation on which they can either explore further advice from a human advisor or use one of our robo advisory tools to execute and monetize. So that actually helped us convert our client bank, and especially the lower side of books, someone who doesn't have enough assets to be that sexy for a traditional advisor. This is where you have these tools to help work with a high volume of data and with many, many clients out there.
So you're not missing on clients. You're building your pipeline. You know exactly who does what. And then these tools allow you to be operationally efficient even at smaller scale, so you're break even at much smaller levels compared to the industry. And that's a breakthrough tool. Yeah. And because we've seen a lot of issues. So previously we were very much focused on blockchain with Blockchain Innov. The idea here is to open thinking to things that are also linked to that. And one thing that has been pretty clear between the blockchain and AI is also the risks on some level and the regulation on some other levels. So I'm kind of wondering, was this a big challenge for you? Did you face big hurdles that you had to overcome, or was it more like a regular other financial venture? No. Very good question. Actually, the regulatory aspect is quite key in the financial industry because, as you can imagine, it's one of the most regulated industry out there, especially if you are in the business dealing with retail customers, because they deem to be the most vulnerable. So that's why you have to be extra cautious when you deal with this kind of clients. So going back to your question, yes, we had to not even show these models to the regulator, but as you can imagine, the regulator may not have enough knowledge to understand the complexity of this. Yeah, exactly. So it was a bit of a, it was a bit of a learning kind of curve there, and we spent some time educating a regulator and getting their comfort on this, because we are FCA, which is a regulator in the UK. We are FCA regulated company, so everything we do has to be bulletproof. So at first, just as a way around this tight regulatory kind of issue, we use this tool as the one that will produce the advice, let's say, on the back end, and then we would still run it by human advisors. So instead of going and out there and researching and collecting the data on their own as normal financial advisor they do, and then sit down and think about what to suggest to their clients, it was all performed by this tool. And then it will produce a report on which a human advisor would then rely. That was the first step. And now I think we've progressed over years that we're capable of directly showing the results of this machine learning kind of magic, I would call it this way as well, to the clients and let them execute without actually, in a lot of cases, the advice that is produced by this machine is more accurate than the one that is produced by humans, but it's natural because it takes into account way more kind of scenarios than a human advisor would do, because humans, first of all, they're lazy, so they tend to use patterns instead of, being able to go out and research the whole space. And so when you say, when you meet your banker and who believes that, who are trying to sell you the idea that they run a full analysis, never trust them, because they never do run full analysis. But that comes from years of experience. Yeah, comes from years of experience. That's something, unfortunately, that always existed in the industry. But since you touched on blockchain, that's another big aspect, because blockchain, where you can apply it, is where you store your data. I think it goes well and beyond as a tool that helps you keep your data decentralized. So actually, it does help you secure some of the key parameters you save on your, let's say, platform. In our case, even though we haven't yet developed this, but this is on our roadmap, is to keep sensitive private data kind of decentralized. So currently we use different techniques how to keep the data anonymously. So we never match the data with someone's names. So there are two things kept separately, and then the engine kind of matches the two together when needed. But it's like a very high level explanation on how the data is stored these days. But with the use of blockchain tools that existed for all years now, you can achieve better results for sure, and have a secure ledger. Yeah, we will go over one use of that in
in the case of zero knowledge, for instance, the fact that you can access information without actually getting the information right away, but just to get the answer of what you wish to get, and also federated learning to be able to work on models, for instance, which is the exact case that you're presenting, together without necessarily accessing other people's data, yet using the enhancements of the model still through encryption, through a lot of complicated processes that are not all fully working and developed as of today. But I think it's definitely very, very interesting points for the mix of AI and blockchain, and I think that's where we stand, and we'll go over it a little bit later for everyone to discuss in French as well. But this is very much key, I believe, in the mix. There is a mix of usage and a mix of technology. So we have the financial aspects, we have the productivity enhancements, and there's also the technical aspects that maybe are less interesting for the random user, but very, very interesting for key players, because that's where the development happens. And I wonder, can you share with us your vision for this future? Like, how do you, because you were heavily involved in blockchain fund, now you're onto AI, and they're both working for you in great ways. How do you see, if you were to be a little bit optimistic, even, I'd say, how do you see this future coming together? Of course, no, I think this is inevitable, that this is going to be part of the future of finance as well. There are no questions asked. I don't know if someone followed initial steps of this industry. I'm now referring to blockchain more than AI, because I think AI is even more established, and people are actually seeing AI being a threat to human advisors and bankers and all the rest, because it's the way it operates these days is already sometimes it operates in a way better and more accurate manner, and is able to resolve complex things that is putting some of the people at threat, some of the jobs at threat. But again, since you want me to be on more optimistic side, so I think it's not of a threat. I think these tools are going to still require some human management, and hopefully we're not going to end up in this type of Armageddon movie where computers control our day-to-day. Yeah, so as long as we keep the oversight of these tools, I mean, human advisors or human beings keep an oversight of these tools, then I see it as a great tool to minimize the costs, increase efficiency, and overall this will inevitably be all passed to consumers. So consumers at the end of the day should benefit, right? If banks are quite greedy, but if these tools are there, then this will happen inevitably. The other aspect is very interesting, and actually I prepared some list of things that banks are working now. So if you want me, I can read it out for you quickly, right? What are the projects that banks are actively working on now? So for example, I've done a bit of research. So there is JP Morgan, for example, Link Network. It's a blockchain-based platform for faster cross-border payments. So I think this is, and data sharing. So it's like XRP type of, but internally used by. Yeah, I think this has the potential. Because SWIFT bank transfers are pretty bad these days. Why do you need to wait for days for your money to arrive? It's just nonsense, right? So this is the area where I see these applications are going to emerge sooner than later. The other thing is for example, ING Bank. They use blockchain for trade finance and enhancing transparency and reducing fraud. Again, if you think from the smart contracts standpoint, so for someone who is not that familiar, so Ethereum type of products, these are the contracts where it's like, in a way, they operate like a trade finance fund, certainly. So you need to release money after you're getting
a service or product delivered. So this is the nature of a smart contract, right? So one action after another that is programmed within the contract. So that is of a big use in banking, for example, for sure. That will be. Yeah, so I mean, I can go on. There are many other, like Bank of America. They hold their own patents on blockchain. So even though at first we saw some resistance from big players in this industry, even JP Morgan's CEO Jamie Dimon was not that. Yeah, he was very outspoken on this, but yeah, if and I'm not imagine wrong, he he had changed his mind. his Yeah, prism so recently. and imagine for a CEO of one of the largest banks in the world to change the mind. It's quite a big thing, you know, from a reputational and image perspective. But he was wrong, so he had to admit he was wrong, and it's better to admit it earlier than later. So so that's why JP Morgan is an active player in this field as well. There was a discussion, an interesting discussion. I think we won't go over it too much, but the challenge between I mean, not really the challenge, but really the fights between, you know, what is being said out loud, the risk that it carries as well, and the actual usage. I mean, blockchain internally by some more or less like known banks has been used for quite a while for liquidity providing and stuff like that. Like behind the scenes, there has been some usage, and I think that's even prior to any type of regulation and global knowledge about this. There was some usage because it is pretty obviously one of the first environments that can take advantage of it. I think there are many more, but it's been used, and you know there has been an interest by bigger banks, and whether it's true or not for the CEO of JP Morgan, I wouldn't be able to say, but you know, taking a position against an asset, for instance, like Bitcoin, or more generally, you know, Ethereum smart contracts and all of that can be a strategy as well. And you know, strategies included in the whole aspect of discussion is very important. Anatoly, we're going a little bit over time here. Thank you very much for participating. Thank you, guys. If people have any questions, you know, people are a little bit shy sometimes, but you're welcome to stay with us and read the chat if something comes up. Thank you, guys. On va repasser en français un petit peu, en survolant, je pense, Julien, les différents points. C'est un petit peu les points qu'on a discutés avec Anatoly ici pour souligner les possibilités de futur. On sait que, du coup, effectivement, tous les points qui sont passés à l'écran sont des cas d'usage existants depuis longtemps. On a détection de fraude, notamment, qui est un gros point avec l'analyse de patterns fait par machine learning et IA. C'est quelque chose de majeur et qui n'est remis en cause par personne aujourd'hui au sein des institutions. C'est l'un des moyens les plus répandus aujourd'hui. Il y a toute une partie scoring de crédit, inclusion financière, pour vérifier si les données d'un certain client, par exemple de banque, sont cohérentes avec sa demande, peut-être son souhait d'effectuer un prêt, un crédit ou pour ce type de besoin. Donc, on a des scores qui ne sont pas publics comme en Chine, par exemple, où là, on a une société qui nous regarde d'un petit peu plus près, mais on a des scores qui existent clairement au sein de ces algorithmes et utilisés par ces institutions. Voilà, et je dirais les grandes institutions aujourd'hui sont obligées aussi de s'y mettre parce qu'il y a des nouveaux entrants sur le marché, justement néobanques et les technologiques qui les utilisent et qui apportent des services à valeur ajoutée pour un certain nombre d'utilisateurs, notamment en jeune génération, et que s'ils ne sont pas capables justement de valider un dossier de crédit, de valider un dossier très rapidement, ils perdent des clients et donc ils sont aujourd'hui en marche forcée à implémenter ces process. Voilà, il y a eu un avant, il y a Generati où ils ont essayé de faire ça au mieux, mais avec aussi les lourdeurs que peuvent avoir les grandes institutions. Mais aujourd'hui, ils sont en train de rattraper leur retard, et puis ils savent aussi travailler beaucoup avec les nouveaux entrants
et les jeunes entreprises innovantes pour les intégrer dans leur process. Absolument. Comme tu dis, c'est une nécessité par leur système, mais parce ils ont des clients et que certaines fois, ils peuvent avoir raté l'innovation auparavant et ils se retrouvent dos au mur pour proposer ça et pour être capable de tenir le rythme, en fait. Hein. Voilà, et tous ces process-là, ils nous aident tous, hein, parce que nous, en tant qu'usagers bancaires, si on demande un soutien à notre banque, ça va nous déranger quand même s'ils mettent X jours à nous répondre. Si on veut transférer de l'argent aussi, on parlait des transferts post-frontaliers, quand on veut transférer de l'argent à des amis en Asie ou des amis en Amérique du Nord, ou en Afrique, si ça prend X jours avec des frais mirobolants, on n'a pas envie de continuer à travailler avec eux. Donc, de l'autre côté, c'est un ensemble d'éléments qui font que ces technologies apportent clairement de la valeur ajoutée et, et que ceux qui les implémentent pas ben, se retrouvent un peu hors marché. Et c'est là aussi un point qui est souligné par le digital, en fait. C'est que, par exemple, les frontières, quand on est dans le digital, ne sont pas des frontières physiques. On est sur quelque chose de global par nature, en fait, nativement global, exception peut-être des blocages nationaux de type Chine, etc. Mais malgré ça, on a des outils comme le Bitcoin par sa fonctionnalité qui permet de dire, mais en fait, le réseau existe et il ne peut être remis en cause. Côté, je reviens vite fait sur, Voilà. sur les points là, on a l'optimisation de portefeuille. Donc ça, c'est ce qui a été discuté avec Anatoly ici, où les robots et l'IA fait souvent mieux que ce qui était présent dans le système avant. Voilà. Et Et il y a un point intéressant le aussi. advisor. Il y a un point intéressant aussi dans le déploiement de ces technologies, et ça va très 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 vite. Néanmoins, comme les acteurs, que ce soit les jeunes startups ou même les grosses institutions, sont sous pression et une volonté d'aller vite, mais il y a une démarche qui doit mixer la rapidité et une stratégie, je dirais, pérenne. On le voit avec l'IA, on critique le fait qu'elle est super consommatrice. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a accès à des ressources de plus en plus puissantes, on a accès à des GPU de plus en plus puissantes qui permettent de faire des traitements beaucoup plus importants que ce qu'on faisait avant. Les développeurs ont tendance justement à utiliser ces capacités-là, à pas se soucier d'optimiser leur code, exemple, hein, et on se retrouve avec des modèles d'IA générative qui vont être 100 fois plus consommateurs que lorsqu'ils sont optimisés. Et ça, DeepSeek a fait une petite révolution il y a quelques semaines, hein, en montrant que lorsqu'on prenait un peu de recul et lorsqu'on on freinait un peu et lorsqu'on essayait d'optimiser les choses, on pouvait, avec sur des mêmes fonctionnalités d'IA, faire des choses beaucoup plus optimisées que ce que peuvent faire des acteurs qui ont beaucoup d'argent et qui ne se soucient pas de ça. Et on voit la même chose sur la blockchain, hein. La blockchain, on voit que Bitcoin a toujours été critiqué pour son manque je dirais, son potentiel consommation d'énergie, hein, qui est beaucoup moindre que l'IA. Mais dans les faits, ils ont créé un protocole aujourd'hui ultra sécurisé. Et il n'est pas fait pour gérer énormément de données, il est fait pour être sécurisé et pour être viable dans la durée. Donc c'est un mix. Aujourd'hui, ces technos apportent des nouveaux usages. Après, il faut se méfier parce que l'IA générative, par exemple, apporte beaucoup d'usages facilement accessibles qu'on va vouloir déployer, mais on peut, beaucoup de cas d'usage génératif, on peut le faire avec d'autres IA traditionnels ou d'autres process qui seront beaucoup moins consommateurs en énergie, beaucoup plus frugaux et beaucoup plus durables aussi. Donc, on est aujourd'hui encore à une période où les innovations vont encore arriver, justement, en bien mixant les technologies qu'on utilise et en prenant les bonnes technos pour les bonnes actions, pour les bons outillages. Et, euh, et c'est clé aussi au niveau du monde de la finance.
C'est, je pense, l'un des points où aujourd'hui il y a le plus d'erreurs, entre guillemets, de balancer le mauvais modèle à tout va, d'utiliser les mauvaises optimisations. Ouais, comme tu le dis, c'est un système qui se régule par lui-même. En quelque sens, deux sociétés qui proposent le même produit, si l'une est capable de le faire en coûtant un centième de l'énergie, un centième du coût de l'autre, et que le résultat est le même, voire parfois mieux, c'est assez clair qu'il y a un edge, un avantage à prendre à ce niveau-là. Sur tout ce qui est service client, moi, pour le coup, je peux en parler, on va survoler là, mais c'est un point sur lequel nous, on travaille beaucoup au sein de Altores. Et il paraît évident qu'à l'avenir, ces systèmes-là qui vont permettre à l'utilisateur d'avoir accès à la connaissance, d'avoir accès aux modifications en fonction de l'outil que la personne utilise. Ça peut être au sein de, par exemple, si on prend l'environnement de banque, ça peut être certaines actions de prise de rendez-vous, d'envoi de virements, par exemple, ce genre de choses qui sont prises en fait au sein d'un outil complexe où on a rajouté le modèle d'IA pour simplement rendre l'échange plus intéressant et plus humain, voire souvent en fait avoir une compréhension de ce que l'utilisateur veut, beaucoup plus simple. On n'a plus à utiliser des mots-clés, des trucs de ce genre. On va venir classifier par leur présence en fait dans l'environnement lexical les différents besoins de l'utilisateur. Oui, tout à fait. Et là, on a encore un champ d'action énorme dans les mois qui viennent en termes de croissance, hein. On a parlé d'DeepSeek tout à l'heure qui a démontré que en optimisant du code, on peut faire aussi bien que des gros géants qui mettent des milliards en quelques millions. Moi, j'ai un souvenir, j'avais un père informaticien et à l'époque, quand j'étais tout petit, il développait des logiciels pour gérer tout ce qui était informatique dans les hypermarchés. C'était à l'époque où les premiers hypermarchés naissaient en France. Et à l'époque, il n'y avait pas de disque dur, donc tous les stockages se faisaient sur une cassette. Et donc, quand il fallait charger une cassette pour charger quelques milliers de produits, ça prenait du temps. Et donc, je me rappelle, moi, j'ai souvenir de me réveiller dans la nuit et de voir mon père avec ses équipes, ses équipes bosser des nuits entières pour optimiser des bouts de code pour arriver à charger au mieux des fichiers articles, enfin des 15 000 articles dans un temps le plus court Oui, possible. Et parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils n'avaient pas de toute façon, ils avaient une petite cassette avec très peu limite de de stockage. capacité, avec des machines qui fonctionnaient très lentement. Là, ces dernières années, on a une croissance forte des machines, des GPU, des bandes passantes. Les développeurs s'y sont mis à fond. Ils sont pas souciés de la qualité du code. Et Mm. là, aujourd'hui, on voit que on a énormément d'optimisation aujourd'hui qui vont encore améliorer fortement les technos qui sont aujourd'hui déjà très puissantes. C'est vrai, c'est des vraies Mm. barrières qui ont été levées en fait avec le déploiement. Et c'est drôle que tu mentionnes ça. Il y a toutes ces étapes qui étaient à l'époque le bottleneck principal, la limitation principale autour du stockage. J'y pense sur même l'aspect de développement pur. On parlait des environnements banquiers, etc. Techniquement, il y a beaucoup d'un langage qui s'appelle le COBOL, qui est un langage assez particulier, très sécurisé, développé par IBM, qui a plein d'inconvénients pour le reste du monde, mais qui, dans ces univers-là, fonctionne encore aujourd'hui très très bien et relativement l'outil global. D'ailleurs, la raison de parfois l'attente des, pour un virement, par exemple, parce qu'on va attendre que le batch de transfert COBOL soit fait pendant la nuit, ce genre de cas. Et à l'époque, c'est vrai que au tout début, alors je ne l'ai pas vécu moi-même, mais j'en ai eu l'histoire contée, le COBOL pouvait s'écrire sur des feuilles, c'était du code sur des feuilles. Et donc, il y avait dans certaines sociétés des pièces immenses qui étaient uniquement réservées au stockage de ces feuilles
qui elle ensuite était utilisée pour comprendre le code en fait. Donc, Voilà. C'est assez intéressant parce que moi aussi très jeune, j'ai travaillé dans des organismes bancaires, financiers, et il y avait un acteur qui utilisait beaucoup enfin, qui était autour du COBOL. Le COBOL, il y en a énormément encore. Il y a énormément de systèmes, de grands systèmes dans les banques qui fonctionnent au COBOL. Il y avait une boîte à l'époque qui était très forte sur le COBOL. Ça fait la boucle, hein. C'est MicroStrategy. MicroStrategy accompagnait, moi je me rappelle, il y a ah peut-être ouais. 20 ans, accompagnait des organismes financiers sur des process autour du COBOL, et on voit qu'aujourd'hui, ben, ça fait la boucle, MicroStrategy est la boîte qui investit le plus sur le Bitcoin. C'est C'est ces fou, j'avais dernières, pas cette information et pour le coup, voilà. C'était une elle est boîte aussi qui allait mourir. surprenante que. Voilà. C'était une boîte qui allait mourir parce que le COBOL, on se disait tous que ça allait disparaître. Bon, de notre côté, ça n'a pas disparu encore. Mais aujourd'hui, ils ont une capitalisation de 77 milliards de dollars. Qu'ils ont pu se faire une capitalisation de 67 milliards sur les derniers investissements qu'ils ont pu faire. Et ils ont su s'axer sur les bonnes. Ils ont fait quelques bons choix au cours de Voilà. leur. Et ça, ils passent pour une société moderne. Donc on voit qu'aujourd'hui, même des vieilles sociétés arrivent à se renouveler grâce à l'adoption des nouvelles technologies. Ils se replacent. Voilà, donc c'est assez intéressant. Pas de questions. Là, je vois on arrive au bout du temps, mais c'est l'avantage de ces webinaires. C'est pour ça qu'on va les multiplier. Il y a tellement de choses passionnantes à dire et d'échanges à avoir. Et notre volonté, c'est d'ouvrir un maximum d'invités, aussi de participants. On a, On peut parler des heures. l'idée, oui, d'avoir un axe et on en discutait, il y a une petite forme de timidité aussi. L'objectif, c'est de grandir cette communauté, donc de peut-être toucher des sujets qui vous intéressent personnellement. Donc, si c'est le cas, que ce soit directement à travers les webinaires ou via l'association, en participant à l'association et en partageant vos idées, on peut aller toucher pas mal de types de sujets. L'environnement associatif permet aussi d'avoir accès à certains acteurs d'une manière assez directe en disant voilà, quels sont les objectifs chez nous, c'est de partager avant tout. Et donc, nous, on établit ce fil rouge qui n'est pas forcément une ligne à suivre obligatoirement, mais qui permet d'avoir un certain axe. Donc, s'il n'y a pas de questions, ben, je propose de mettre fin. En tout cas, je dis merci à Anatoly, merci à Tom. Merci à toi. Ben, rendez-vous de toute façon au mois prochain, premier mardi. Je crois que ça tombe le 6 mai. En tout cas, ben, rendez-vous aussi aux autres webinaires. Donc demain pour le mercredi de la crypto, et on a vu on a encore vu que l'actualité crypto est faramineuse. Enfin, il y a énormément d'actualité, donc il y a énormément de choses à dire. Et aussi le 9 avril, qui est un sujet pour moi très intéressant autour de la ReFi. Donc de voir que la blockchain aussi, la technologie peut participer au bien commun et a des impacts positifs, avec l'intervention de Loïc qui est parmi nous, là, qui est dans la salle. Donc deux beaux webinaires à venir et plein d'autres ensuite. Merci à tous de votre présence. Merci encore à Merci à tous Anatoly, de votre merci présence. encore à Tom. Il y a quelques informations sur le support qu'on peut partager si c'est demandé, qui sont supplémentaires et qui peuvent, si jamais c'est un cadre qui vous intéresse, permettre des recherches un petit peu plus poussées. On a un petit peu tout traversé à l'oral entre nous trois. Mais pour ceux qui s'y intéressent, voilà, c'est là et c'est disponible. Donc, on se retrouve du coup le mois prochain, Julien. Oui, Et le puis, mois prochain. Puis excellente journée à tous. excellente journée à tous et en ligne sur les prochains webinaires. À très Au vite. revoir Au tout le revoir. monde, merci de votre présence. Thanks Anatoly, bye bye. Thank you very much.